Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tips. Vous le savez, c'est la chaîne qui vous donne toujours un petit tips d'avance sur votre démarche Calliope. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de la préparation des audits et notamment des audits de surveillance ou de l'audit de renouvellement. Car c'est une étape dans laquelle tout le monde se trouve un petit peu en ce moment et qui est vraiment très importante, qui finalement demande une méthode que je vous propose de dévoiler dans cette vidéo. Alors, chez RelTeam, nous avons mis au point une méthode en 5 points qui est en fait éprouvée aujourd'hui et qu'on a utilisée dans de nombreux projets que je vous propose de détailler. Première chose pour préparer votre audit, et c'est très important de se poser la question toute simple de qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans l'organisme depuis le dernier audit. Il peut y avoir des nouvelles activités, il peut y avoir des nouveaux marchés, il peut y avoir des nouveaux clients ou des particularités importantes que vous voulez absolument notifier et mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut consigner noir sur blanc pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit on est et dans quelle évolution de notre business on est. Une fois qu'on aura fait cette première étape, à ce moment-là, on va revenir aux fondamentaux. Quels sont les fondamentaux ? Il y en a au moins un, c'est de revenir à votre précédent rapport d'audit. Généralement, les rapports d'audit sont très riches. L'auditeur a pris le temps de consigner sa compréhension de l'organisme, sa vision de l'application du référentiel Calliope, et donc c'est l'occasion pour vous de vous remémorer cet échange et de aussi voir un petit peu la manière dont l'organisme a été vu par le prisme de l'auditeur. Évidemment, s'il y a eu des fiches d'écart, ce que je vous conseille, c'est de particulièrement bien relire les fiches d'écart et surtout les plans d'action que vous avez proposés. Pourquoi ? C'est un premier tips aujourd'hui, tout simplement parce que même si c'est pas trop indiqué, je dirais de manière évidente dans les textes, une des premières choses qui va être regardée par l'auditeur, c'est de revenir sur les plans d'action que vous aviez proposés au moment de votre réponse aux écarts éventuels que vous avez eus au premier audit. C'est même probablement une des premières choses qui va être faite durant votre audit. Donc il faut revenir sur ces fiches, revérifier les plans d'action que vous aviez proposés, et donc vous remémorer ces plans d'action plutôt, et puis vérifier comment ils ont été appliqués. Là, évidemment, il y a deux solutions, ou trois plutôt. La première, c'est finalement, on n'a pas appliqué le plan d'action, auquel cas là, c'est assez compliqué de s'en sortir, parce qu'il va falloir proposer des solutions alternatives. Et le deuxième cas, c'est on a appliqué une partie du plan d'action, mais pas totalement, parce que sur le terrain, on a vu que c'était un petit peu différent, donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut présenter de manière pédagogique à votre auditeur. Et puis, troisièmement, le cas le plus simple, le plan d'action a été appliqué à 100%. Donc là, ce sera facile de montrer des preuves et de montrer la cohérence de l'application. Attention aussi, vous avez fixé des dates. Je vous rappelle que dans Calliope, il y a des dates spécifiques à tenir. Pour les non-conformités majeures, c'est 3 mois. Pour les non-conformités mineures, c'est 6 mois. Donc vérifiez bien que dans cet horizon de temps, les choses sont cohérentes. Donc, une fois qu'on a vu le rapport d'audit et qu'on a vu les plans d'action et qu'on a rebalayé tout ça, ce que je vous conseille, c'est le troisième point, c'est de refaire un petit contrôle de la bonne compréhension et de la bonne analyse du référentiel. Le guide de lecture, que vous trouverez sur notre site internet, est important. Il n'a pas changé, on est toujours en version 7, mais il faut se remémorer et essayer de le lire et de le relire pour bien se rappeler des exigences qui y sont consignées. Je vous rappelle, et c'est un tips, que chaque mot dans les phrases est important. Et donc, il faut savoir décoder et décrypter ce que l'auditeur va demander. Par exemple, dans l'indicateur 21, vous avez dans le niveau attendu qu'il doit y avoir une évaluation. On parle ici des compétences des formateurs généralement et qu'il faut donc vraiment imaginer qu'il y aura cette évaluation à effectuer. Pensez-y. Donc relisez bien le référentiel, c'est le troisième point. En quatrième point, ce que je vous propose, c'est de réanalyser ou re-questionner vos processus. Vous aviez écrit des procédures, pas surtout, mais en partie dans le référentiel, et donc il est important de les revérifier, de voir est-ce qu'elles sont toujours d'actualité,
ou est-ce qu'elle mérite d'être retouchée, voire recréée si on a fait évoluer l'activité. Je rappelle ici que Calliope, c'est une certification qui repose sur l'amélioration continue, et que donc, dans cette logique-là, on est incité à revoir et à modifier, j'allais dire de manière permanente, mais oui, nos processus, et de pouvoir aussi démontrer les évolutions de nos processus qui ont été donc utilisés depuis l'audit et qui ont été donc re-questionnés, réanalysés, rechallengés, comme nous pouvons le dire. Une fois qu'on a révisé les processus et qu'ils représentent bien la réalité telle qu'elle est actuellement, on va s'attacher aux preuves. Je rappelle que lors de l'audit de surveillance, notamment, c'est un audit plus court, et donc on va passer plus de temps sur les dossiers de preuves, c'est-à-dire la bonne application du référentiel Calliope, que sur la bonne compréhension de l'organisation, qui est plutôt reliée à l'audit initial, voire à l'audit de renouvellement. Mais dans l'audit de surveillance, on va être beaucoup sur les preuves. Donc il faut préparer des preuves qui viennent démontrer tout ce qu'on a dit jusqu'ici, et qui permettent de l'illustrer pour bien montrer que notre processus de formation est conforme à notre référentiel et au référentiel Calliope, et que nos plans d'action ont bien été validés. Et ça va se faire par les dossiers. Donc voilà, les dossiers avec, comme vous le savez, toutes les preuves que l'on utilise au quotidien, les conventions, les convocations, les évaluations des acquis, et ainsi de suite. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Et donc, ces dossiers doivent être prêts. J'attire votre attention, et c'est un tips encore aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, les audits de surveillance vont avoir lieu à distance. Comme les audits vont avoir lieu à distance, il faut donc penser à digitaliser votre système qualité. À la fois vos processus, mais ça c'est pas dur, puisqu'ils y sont déjà. Globalement, ils sont écrits et digitalisés, donc ils sont présents dans vos systèmes, mais par contre, les dossiers de preuve peuvent être parfois des dossiers papier. Selon comment ça s'est passé. Par exemple, pour des formations en présentiel, on a récupéré la feuille de présence en version papier, elle est dans le dossier, mais elle n'est pas scannée. Pour des raisons, normales. Or, pour l'audit, il faut penser que si c'est ce dossier-là que vous choisissez de présenter à l'auditeur, il faut que vous preniez du temps pour numériser l'ensemble des documents. Et ça, c'est vraiment très important parce que, je vous le rappelle, lors de l'audit, si la preuve ne peut pas être présentée, ça correspond à une non-conformité. Ce qui est dommage si c'est juste un petit problème, j'allais dire, technique de présentation de la preuve. Donc pensez à faire votre sélection de dossiers, au moins 1, 2, 3 dossiers représentatifs qui peuvent être illustrés pour pouvoir montrer à l'auditeur que c'est appliqué de manière continue, et à digitaliser vos processus. Voilà, en termes donc, de méthode de préparation, une fois que vous avez utilisé cette méthode de préparation, vous êtes assez serein sur l'ensemble du dossier, et donc vous pouvez vous présenter à l'audit de certification. Vous pouvez aussi faire un pré-audit à blanc, soit complet, soit partiel, qui va permettre, sur des indicateurs sur lesquels vous voulez être rassuré ou vous voulez confronter votre vision, de faire un point avec un expert. C'est quelque chose qu'on pratique assez souvent et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, puisque par moment on fait des audits partiels et donc on focalise sur certains indicateurs qui posent souci. Donc voilà, là c'est à la carte, c'est vraiment au choix, soit une préparation en solo, soit avec l'appui d'un cabinet comme le nôtre qui fait ça sur mesure pour chaque problématique de nos clients. Point là-dessus, important, la finalisation de cette préparation en fait va déboucher sur les échanges qu'on peut avoir avec l'auditeur. Et donc je vous rappelle ici qu'il faut absolument prendre de la marge avec votre auditeur pour caler le plan d'audit. Pour rappel, c'est un troisième tips, nous avons le nouvel arrêté. Et ce nouvel arrêté a fixé le périmètre de l'audit de surveillance, qui n'était pas fixé jusqu'ici. Donc, attention, puisque le périmètre de surveillance va être modulé en fonction de ce nouvel arrêté, et donc tous les indicateurs ne vont pas forcément être audités. C'est à peu près la moitié des indicateurs du référentiel qui vont être audités. Donc dans votre préparation, en termes de priorisation, je vous invite à faire attention aussi, un petit peu plus, à tous les indicateurs qui vont être audités, en sachant que finalement, de toute manière, au prochain audit, tout sera audité. Mais dans l'audit de surveillance, il y a des indicateurs plus sensibles que d'autres, et donc il faut le valider
grâce au plan d'audit que vous allez recevoir de votre auditeur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est beaucoup d'anticiper cette démarche. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront permis de bien comprendre l'enjeu et la mécanique de préparation de l'audit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.